Bienvenue à tous, merci de nous suivre pour cette conférence, se professionnaliser dans le rap et les musiques urbaines. Je suis Grégoire, certains me connaissent par rapport au End of the Week, mais ce qui m'a motivé à faire ça, c'est plus le travail que je fais ici au studio Bâtiment 13 au sein du centre d'animation Richer pour la Ligue de l'enseignement avec les jeunes. L'idée de cette conférence, c'est vraiment d'avoir un panorama sur le milieu professionnel pour permettre à ces jeunes artistes qui débutent de pouvoir s'y retrouver. Et pour ça, inviter des personnes légitimes à en parler. Bonjour à tout le monde, moi je suis Mekolo Biligi, je suis journaliste. J'ai commencé par avoir un blog en 2012 et puis après je suis rentrée dans la rédaction de International Hip Hop, j'ai fait de la radio, actuellement je suis chroniqueuse dans l'émission La Récré. Je suis aussi présentatrice d'une émission sur une web radio qui s'appelle XV3 Radio 75. Qui est basée sur le 18e et je présente l'émission qui s'appelle La Maison Mère. Moi, je suis Pierrick Viali. Actuellement, je suis basé à Nantes. Je coordonne et je programme un festival hip-hop qui s'appelle Hip Hop Session, qui existe depuis 2005, donc ça fait un petit moment maintenant. C'est en moyenne 20 000 personnes sur chaque édition, festival format 15 jours. Musique, danse, graffiti, gratuit, payant, et depuis 2020 on a changé le format du festival avec une édition dédiée à la danse en février sur 10 jours et une édition dédiée à la musique à l'automne, en octobre, sur 10 jours aussi. Alors moi c'est A2H, rappeur, producteur, musicien, je fais plein de trucs, j'ai plein de casquettes, j'ai surtout ma carrière solo de rappeur, de chanteur, de guitariste. Et depuis 2014, j'ai monté une structure de production et d'édition qui s'appelle Palace Prod, sur laquelle je produis pas mal d'artistes et des beatmakers. Alors, je m'appelle Davidson, dit La Dictature. Je suis producteur et je m'occupe d'artistes, dont mon petit frère Joker et Chiche, les deux plus connus. Et il y a d'autres noms qui arrivent normalement d'ici peu. Le premier point qu'on va aborder, c'est comment mettre en place une stratégie avec la façon de s'insérer dans un marché, la façon de développer un peu son image artistique. La deuxième grande partie, c'est rencontrer son public par rapport au réseau physique et au réseau numérique. Et la dernière partie, qui va être un petit peu plus rapide évidemment, mais c'est tout ce qui est aspect financier pour avoir un peu une idée de ce qui se fait. Toujours interroger les canaux de communication. Je trouve que ça, c'est un truc super important. Comment je fais pour toucher les gens? Comment je sors des cercles un peu de convaincus? J'avais toujours une question que je me remettais en tête. Comment faire pour que chaque habitant connaisse le nom du groupe? Comment faire pour que chaque habitant connaisse le nom de l'artiste? C'est ça le plus important, tu vois. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas, mon travail, c'est comment faire pour que ça atterrisse dans les oreilles ou devant la face, devant la gueule de la personne. Voilà. L'idée, c'est de se poser les bonnes questions et d'essayer de trouver les moyens un peu d'y répondre. Une stratégie, c'est quoi? C'est une réflexion sur les moyens les plus efficaces pour arriver à ses fins. Et là, en l'occurrence, commercialiser un artiste. Pour toucher son public, l'artiste crée. Avec son manager, il va démarcher. Le producteur, il est là pour réaliser son projet artistique. Le distributeur, c'est lui qui va lui permettre d'être diffusé en passant du coup par les plateformes ou la grande distribution, les magasins, etc., les disquaires. De son côté, le tourneur, lui, c'est pour être programmé en concert. On peut passer directement aussi par des organisateurs et faire le travail de tourneur. Mais c'est un vrai travail. Voilà à peu près dans quoi on met les pieds quand on est artiste dès le début. Pour se donner un aperçu de la production musicale, de ce qui se fait en rap français, une carte qui a été faite par Benjamin Boucriche, qui me semble assez exhaustive, où on voit bien les trois grandes majors, Warner, Sony, Universal. Je vous invite à bien étudier cette carte. On peut la retrouver facilement sur Internet. On voit bien les différents liens qui lient les artistes aux maisons de disques ou aux labels, que ce soit en distribution, en contrat d'artiste.
vois deux logiques différentes. Je vois la logique des scènes musiques actuelles, des grands lieux et des festivals d'été qui vont porter leur attention beaucoup plus, je pense, sur la notoriété des artistes. Ceux qui font du stream, du clic, du chiffre, qui ont des rotations radio, etc. Puis j'ai l'impression que pour moi, il y a un autre marché, qui est celui dans lequel on s'inscrit davantage, qui est celui des festivals spécialisés, ou des petits et moyens lieux et organisateurs, qui vont vachement plus être sur une sensibilité artistique sans nécessairement prendre en compte des chiffres, des clics, et qui vont plutôt essayer de travailler leur programmation par rapport à des coups de cœur artistiques, l'envie de mettre en avant des démarches artistiques singulières. Pour un peu savoir où tu te situes, faut faire quand même un boulot de veille, c'est-à-dire surveiller un peu tout ce qui se passe, ce qui sort. Voilà, on sait qu'il y a des tendances qui émergent plus que d'autres. En ce moment, on est dans une forte tendance où on reprend un peu les codes de la drill, par exemple. On n'a pas perdu en diversité parce que finalement, le rap, il n'a jamais été aussi divers que sur ces dernières années. Ça, c'est hyper important. Alors, regarder la concurrence, je pense que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Après, moi, je parle pas forcément en concurrence. Je parle regarder les modèles et les schémas existants, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus parlant, parce que tu peux... imaginons que tu es un artiste qui est dans un certain style, avec une certaine manière de se mettre en avant et de se brander. Et ben, du coup, s'il y a un modèle existant, tu peux regarder là où ça n'a pas fonctionné, là où ça va fonctionner, et ça te permet quand même de visualiser un petit peu une direction quand tu sais pas vraiment comment faire le job, tu vois. Après, ça veut pas dire que la science qu'ils ont mis, eux, dans leur formule, va marcher sur la tienne. Dans ma démarche, dans ce que je défends, ça ne va pas toucher beaucoup de personnes, mais je vais le faire. Je ne suis pas dans une démarche à dire si je défends ça ou si je parle de ça, ça va me couper de tel média, de tel public. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Après, au-delà de ça, je prends soin de mon public. Le relationnel sur les réseaux sociaux, en concert, on fait des séances dédicaces. On s'adresse aux gens qui se sentent concernés. On vise personne. Maintenant, tout le monde concerné vient dans le truc. Je fais ce que j'ai à faire et je dis ce que j'ai à dire. Après, ceux qui n'est pas content, plutôt, il y a plein d'autres artistes, il y a plein d'autres producteurs, il y a plein d'autres films. Voilà. Au début, quand je faisais un truc très rap, j'avais vraiment le public que je m'attendais, des mecs qui kiffent le peura, les mecs qui kiffent le kickage, des gars qui vont bouger dans des concerts, des open mic et tout, qui ont kiffé mon truc. Et après, quand j'ai commencé à mettre de la guitare dans ma musique, à de plus en plus chanter, à faire d'autres styles, et là, c'est devenu hyper étrange parce que je me suis retrouvé avec un éclectisme dans le public tellement large, des mecs de 30 piges, un peu Kaira, jusqu'à des gamines de 14 ans que leurs parents déposent au concert et qu'ils vont les rechercher à la fin, tu vois ce que je veux dire? Donc là, quand tu es face à ça, bah, tu sais plus à qui ça parle. Tu te retrouves avec des schémas que tu n'avais pas prévus. Et c'est charmé, en fait. Tu vois, je trouve pas du tout que ce soit négatif. Au contraire, tu te dis, putain, j'ai fait de la musique qui parle à ces gens-là, des gens qui sont pas comme moi. Donc, du coup, c'est super dur de trouver la cible. Moi, je trouve que c'est une tannée de ouf. Fais juste la musique que tu penses être la bonne, et après, ça trouvera son public, en fait. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. La musique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste, vu que c'est ultra subjectif. Donc, ça dépend de ce qu'on arrive à faire ressentir aux gens quand ils nous écoutent. Est-ce qu'ils se reconnaissent ou pas? Est-ce que, justement, ils te suivent parce que ça les change de leur quotidien? Ou ils te suivent parce que tu leur ressembles? Ça, c'est assez... C'est très compliqué je pense, de s'orienter là-dedans, on va pas se mentir, mais je pense qu'avant tout, il faut que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils développent leur côté créatif à eux, vraiment. Après, on est dans un secteur artistique saturé, pour moi, avec énormément d'artistes et énormément de talents. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de talents dans le rap français que dans la génération qu'on vit aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait la diff ?
Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'identité artistique, l'originalité, et la structuration. Aujourd'hui, ce qui marche quand même, c'est plutôt des artistes de niche, même si c'est des niches qui sont devenues assez grosses. Par exemple, Jul, il est arrivé, lui, avec son concept, SCH avec son concept, Damso avec son concept, PNL avec leur concept. Le plus important, c'est de se différencier, ne jamais faire comme quelqu'un. Et ça, c'est dans n'importe quel métier. Genre, ne ressembler à personne d'autre, être soi-même. Genre, pour donner un exemple, il y avait des beatmakers français qui ont eu l'opportunité d'aller envoyer des beats à Drake, que je connais. Et les mecs de chez OVO, ils ont répondu aux beatmakers qui avaient envoyé des beats. Il fait, en fait, vous nous avez envoyé que des sons comme on fait nous. Ça veut dire, à quoi ça sert de faire des type beats de Drake à Drake? Tu vois? Genre, nous, si on vous appelle, si on trouve que vous êtes des bons beatmakers, donnez-nous de l'originalité. Nous, en fait, faire du sous Boy Wenda, faire du sous Forty Shaded, en fait, ils ont déjà les gars qui font ça. Ça veut dire que tu m'amènes un beat qui est un type beat de ce que nous on fait, ça n'a aucun intérêt. Donc, faut pas croire que ça sonne pas comme Caris, ou ça sonne pas comme Niska, ça sonne pas comme PLK, tout ce que tu veux. Bah tant mieux, ça veut dire que peut-être qu'il y aura une place pour toi, frérot. Moi, quand je rencontre un groupe, que je vois qu'il est organisé en équipe, que c'est rigoureux, que c'est sérieux, que quand tu cales un rendez-vous, les gens sont à l'heure, que quand tu leur demandes un dossier de présentation, le truc est fait, quand je regarde leur réseau, comment ils ont organisé leurs médias sociaux, leur chaîne YouTube, leur dossier de présentation, je me dis, ok, ils ont compris certains mécanismes, et ils s'inscrivent dans une démarche professionnelle. Pour moi, un producteur, c'est un coach. En fait, moi, mon travail, c'est de te pousser au plus haut de toi-même, de surpasser. Là où, j'estime faire un gros travail, c'est sur les choses basiques de la vie. Ponctualité, respect, aimer travailler, aimer ce que tu fais. Tu viens, tu me dis, ouais, je suis KO. Salut, frère. Et je te parle dans tous les métiers qui nous entourent. C'est-à-dire que ça peut être un graphiste, un réalisateur de clips, un mec de la communication. En fait, moi, autour de moi, je m'entoure que de bosseurs, de gens motivés. En fait, moi, tu peux être un mec pas trop fort dans ton domaine, que ça soit la réalisation, la photo. Juste, tu montes de la motivation, c'est baf. Comme disait Zizou, c'est 10% de talent, 90% de boulot aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 références. Il n'y a pas besoin c'est pas un feat incroyable ou une vidéo à 1 million qui fait la différence. C'est le sérieux de tes supports. Et c'est aussi quelque chose qui est super difficile dans le rap. C'est d'arriver à se raconter et à se définir. Il y a la manière dont on travaille, la manière dont on se promeut aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, la manière dont on communique ou pas avec son public. L'image que tu vas apporter avec ta musique va être aussi déterminante que les rimes que tu vas mettre dans ton son. On peut parler de stratégie, de buzz, etc. On peut parler de ce que tu veux, mais la matière première, c'est ce qui reste. Le son et le visuel. C'est ce qui reste à vie. Dans 10 ans, on peut retomber sur ton clip ou ton son, c'est ce qui va rester. Après, de comment ça arrive, la communication, c'est important, etc., mais on s'en bat les couilles. Donc, le visuel, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Il faut que ce soit pro. Il faut que ce soit pro. C'est-à-dire que même quand je fais un clip à la cité, genre la mélodie des quartiers pauvres, je peux te faire un clip, je ramène un mec avec son téléphone portable ou un mec qui filme vite fait, tac, et vas-y, on fait le clip. Non! Tu vois la mélodie des quartiers pauvres, je suis un mec de Chevaleret. Vas-y, j'ai envie que le clip soit archi beau, mettre tout le monde en valeur. J'appelle Nike, donnez-moi une vingtaine de survêtements, j'achète des baskets pour tout le monde, j'abandonne des beaux réalisateurs. La cité, elle est moche. On voit la cité, elle est moche. Tu regardes le clip, la cité, elle est belle. T'as tout, quoi. C'est comme ça. Moi, par rapport à ma carrière perso, comme je t'ai dit, jusqu'à mon 3e album, donc mes 2 premiers albums, je négligeais totalement l'image. On arrivait à l'arrache, on partait dans le sud de la France, on filmait les Niax, on faisait des clips avec le 5D, on calculait pas particulièrement l'image. Mais ça nous a quand même créé une image, en fait, ça.
Le fait de ne pas calculer l'image, ça a créé une image. Ça a créé une image de gars chill, une image de gars détente, qui fume des bédos, qui se prend pas la tête. Et en fait, c'est malgré moi parce que je ne suis pas qu'un gars, j'étais pas qu'un gars chill qui fume des bédos, en fait. Mais c'est l'image qui s'est développée autour de moi. Parce que c'est ça, en fait, qui a été mis en avant. Et j'ai été victime de ça pendant longtemps, parce que quand j'ai commencé à proposer une autre musique, plus sérieuse, plus consciente, ou plus Kaira même des fois, les gens étaient déstabilisés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que j'ai ces facettes-là. Une fois qu'on a habitué sa fanbase à quelque chose, les gens, ils aiment bien avoir leurs petites habitudes, donc c'est très difficile de les sortir de là. Par exemple, avec un artiste comme Lelo, où lui, il a un univers assez marqué finalement. Je le vois mal, lui, par exemple, avec son univers, faire des clips plutôt street, par exemple. Il faut aussi savoir se situer pour pas perdre son auditoire. Je pense qu'au plus un artiste est défini et est surtout définissable par l'extérieur, donc par les potentiels consommateurs, plus une marque elle va pouvoir être intéressée de travailler autour de son profil et plus un label justement va se dire, parce qu'un label va considérer le potentiel musical, mais de nos jours, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose, mais de nos jours ils vont regarder quand même le potentiel marchand global. Je fais un clip où j'arrive à avoir une pièce rare. Dans les commentaires de mon clip ou sur Instagram, j'ai plus de commentaires sur le pull que sur la musique. 50% la musique, 50% l'image. Il n'y en a aucun des deux à négliger. Quand tu ne fais pas attention à certains détails, il y a des choses dans ton image, il y a des choses qui vont se rattacher à toi en tant qu'artiste et qui peuvent devenir des vrais fardeaux, des vrais calvaires. Par exemple, tu vois, d'avoir fait au début de ta carrière des punchlines sur des sujets que tu maîtrisais pas et qui te collent à la peau. C'est pour ça qu'il faut être conscient de ça. Si tu es conscient de ça et que tu assumes, c'est nickel. Tu peux aller à fond dans tous les extrêmes. Mais il faut assumer. Moi, je me suis déjà retrouvé 3 fois au commissariat par rapport à des clips, alors que je fais pas du tout de musique énervée, Kaira, nanana. Et ben, tu donnes ton nom, et tu donnes ton prénom, et ton adresse, etc., etc. Donc, du coup, ça peut mettre dans l'embarras. Si tu traînes vraiment avec des mecs qui sont dans les Nesby et tout ça, tu peux te retrouver vraiment dans l'embarras juste parce que tu as voulu faire la Kaira dans un clip. Moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Il faut bien sécuriser. Donc voilà, tout ça, c'est les limites de l'image pour moi. En termes de stratégie, il y a plusieurs options. Ça dépend un petit peu déjà, comme on disait tout à l'heure, de est-ce que ton artiste a déjà une fanbase ? Est-ce que ton artiste a déjà un peu de visibilité ou est-ce que ton artiste est inconnu ? Parce qu'il faut justement créer l'envie d'aller regarder. Il y a des artistes aussi qui vont travailler avec des professionnels qui font par exemple du développement de carrière, qui sont spécialisés là-dedans et qui vont par exemple leur dire notre stratégie c'est aujourd'hui on doit sortir des clips tous les temps pour fidéliser un peu une fanbase. Par exemple typiquement ça fait un peu mal d'en parler aujourd'hui mais l'exemple de Moa La Squale c'était quand même assez criant. Tous les dimanches à 18h il y avait un rendez-vous et c'est comme ça qu'il a fidélisé aussi. Il y en a d'autres, ils ont d'autres manières de bosser. Par exemple, typiquement les clashs, j'avoue qu'on a en France un des maîtres des clashs, je pense Booba par exemple. Il y a eu des clashs qui sont devenus assez célèbres. Et même aux États-Unis, par exemple, c'était entre Nas et Jay-Z, il me semble. Après, c'est clair que pour certains, c'est une stratégie. Ça leur permet d'exister dans des temporalités où ils ont moins de promos. Là, la technique qu'on a employée là pour Jack Chirac, là, pour remplacer une république, c'est la rareté. Je ne veux plus casser les couilles aux gens à faire beaucoup de posts. En gros, il apparaît, et quand il apparaît, c'est pour dire quelque chose de sensé. Annoncer un truc. Il faut pouvoir créer une attente où, le public, il se dit « Ah, je suis pressé de l'écouter » ou « Je suis pressé de voir ». S'il n'y a plus ce truc-là, pour moi, le monde, c'est vendre du rêve, c'est Walt Disney. Ouais, je pense que tous les artistes doivent croquer le maximum de choses qu'il y a à croquer, mais quand tu fais un passage radio quelque part, quand tu fais dans un passage festival quelque part, il y a l'instant qu'il faut maîtriser, pour lequel il faut être bon, mais il faut avoir anticipé l'après, qu'est-ce que tu fais de ça ?
Tu dis, tiens, je vais être sur un festival, j'ai l'opportunité de jouer devant 1000, 2000 personnes, c'est peut-être une des rares opportunités que j'ai eues. Il faut que je me serve de ça dans mon plan stratégique pour annoncer le soir même ou le lendemain la sortie d'un clip, etc. Ou il faut que je profite de telle interview ou tel passage radio pour venir avec une petite équipe vidéo, venir filmer sur place, faire un mini-montage. Et peut-être que ça va pouvoir occuper mes médias sociaux sur une courte période où j'ai pas à livrer de sons, de clips, etc. Je viens quand même livrer du contenu. Nous, on a vraiment une activité de diffuseur festival, mais il nous arrive, notamment à travers le dispositif Buzz Booster, d'accompagner des groupes chaque année. Et souvent, les groupes, quand on les accompagne, les premières choses qu'on leur demande de faire, c'est un peu un plan promo, une stratégie sur 1 an. C'est-à-dire qu'on les invite à réfléchir sur une année. Ok, tu veux sortir 1 projet, 2 projets, quel format, combien de sons tu as déjà de coffrets d'enregistrés de près, quelle identité tu veux mettre en avant. Et quand tu as posé un peu les périodes où tu veux sortir ton projet ou tes projets, ok, on réfléchit ensemble, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour larguer un clip, quand c'est le meilleur moment, quels autres contenus, est-ce qu'il y a des petites capsules vidéo autour, est-ce qu'il y a d'autres choses? Aujourd'hui, on a une époque où les gens sortent des trucs pas mixés, pas masterisés, ça rappe sur les type beats où il y a encore les tags des gars qui n'ont pas acheté, tu vois. Et du coup, genre, on est à une autre époque, mais moi, je pense que c'est important de continuer à faire de la musique quali. Parce que oui, tu peux faire le buzz que tu veux avec un type beat, nanana, mais il n'y a aucun programmateur de concert qui va t'inviter dans sa salle faire un concert. Si tu arrives avec 14 spots sur des type beats pas mixés, peut-être on va te donner la chance une fois, on va voir que c'est une catastrophe, et même si tu as un peu de buzz, on va pas te réinviter au festival. Donc du coup, il y a des limites au fait de travailler à l'arrache. Les médias, en tout cas ceux qui peuvent avoir un impact à très grande échelle, s'intéressent aux artistes une fois en fait qui sont déjà dans les circuits de streaming, de vente, etc. J'ai l'impression que tout va un peu ensemble, voire même tout est coordonné déjà à l'avance entre les médias, les labels et les grosses machines, ce qu'on peut plus appeler l'industrie. C'est dur. Les médias, ils vont surtout être là quand tu vas commencer à faire du bruit. Là, ils vont venir, les médias. Donc, ça veut dire que toi, tu sers plus aux médias que les médias ils te servent. C'est ça qu'il faut qu'ils aient conscience, les gars. On a des débats, entre nous, dans les médias, à se dire, mais est-ce que les médias sont prescripteurs? Est-ce qu'il y en a encore qui nous proposent de la découverte? Ou est-ce qu'ils sont dans des circuits de promo? Et en fait, c'est des outils de promo, surtout pour les artistes qui sont signés en maison de disques. Quand t'as pas de buzz, mon frérot, il n'y a pas de médias. Tu vois, il n'y a pas de médias, et personne parle de ta mixtape, personne parle de ton skate, tout le monde n'a rien à foutre de ta date de sortie, et tout, etc. C'est ça la réalité du milieu. Là, actuellement, on bosse avec une boîte de com qui s'appelle Scopiton. On bosse avec elle depuis 3 ans. Et c'est elle en fait, qui gère la communication de Joker pour le relationnel entre Joker et les médias. Ils disent oui, ils disent non. Ils aiment pas. Il n'y a rien à forcer en fait. Et nous, franchement, pour Joker, c'est vraiment les médias Internet. Je sais pas s'ils aiment pas les négro-lossés, tu vois. Mais nous, c'est très compliqué. Ou les thématiques. En tout cas, nous, c'est pas facile. Voilà, nous, c'est très compliqué à chaque fois de passer à la télévision, etc. Joker, c'est un mec, aucun son passe à la radio, aucun clip passe à la télévision, mais il est certifié, tous les concerts qu'il fait, complets, et c'était pas des jauges à 200, c'est des jauges à 1000 personnes. C'est-à-dire que nous, c'est bizarre. Mais c'est pas ce qui nous freine. On continue. Hey, poto, il y a des gens, ils écrivent des livres, ils vendent des livres, ils sont invités sur des plateaux télé, des trucs. Eh, nous, on est tout, poto. Tu vois, je veux dire ou pas? Je sais pas, il y en a un, il va dire oui, il va parler de philosophie, de trucs, de politiciens racistes, ils vont s'asseoir à la télévision, jacter des trucs, tu vois. Eh, nous, on donne de l'amour. Tu vas dire, c'est vulgaire, quoi. Eh, on donne de l'amour, poto. À notre manière. Mais quoi qu'il arrive, la finalité, c'est on donne de l'amour, mais on nous invite à. Aujourd'hui, même les artistes eux-mêmes, grâce aux réseaux, sont devenus leurs propres médias. Les artistes ont beaucoup plus de retours via leurs réseaux, en fait. Via Twitter, via les réactions, via Instagram, via les DM, via, par exemple, les commentaires qu'on peut mettre en dessous de leurs vidéos. Donc,
Les artistes aussi, quelque part, deviennent leurs propres médias et c'est pour ça qu'il y en a qui se passent très très bien de promo médiatique en fait. Maintenant, il y a un autre cas de figure, c'est que tu peux les payer. Bouscapé, tu payes pour avoir ta promo. Au KLM, tu payais pour avoir ta promo. Génération et compagnie, tout tu peux payer pour avoir des encarts de pub, pour avoir une émission, pour avoir des pastilles, pour avoir un Bousca freestyle, etc. Donc ça veut dire que si tu as un billet à mettre, effectivement, tu peux faire une stratégie par rapport aux médias. Mais espérer avoir les médias quand tu commences, tu es en développement, tu n'as pas de buzz et pas d'oseille, tu n'auras pas les médias. Donc courir après les médias, ça ne sert à rien. L'indépendance pour les médias aujourd'hui dans le rap, c'est très très dur. On sait qu'il y a des campagnes qui sont financées par des majors. Voilà, donc des campagnes de pub, ce genre de choses. Et donc oui, c'est clair que si tu as une campagne de pub de tel artiste sur ton média, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que surtout, après, eux, c'est une économie. Donc si eux, ils critiquent un artiste, et ben la maison de prod peut dire « Ouais, bon, on ne te fait plus de pub » et eux, ils gagnent plus d'argent, en fait. Donc il y a des gens à payer derrière, il y a des gens à qui c'est leur vie. Donc c'est assez complexe, en fait. Tant que ce sera des majors qui payeront, machin, c'est vrai que ce sera peut-être un peu plus compliqué que ce soit qu'on n'ait pas une neutralité, mais une subjectivité objective, on va dire. Ça dépend quel média on est, en fait. Autant qu'il y a de rappeurs différents, les médias, ils ont aussi leur public, en fait. Moi, personnellement, c'est vraiment une question de cœur. Après, dans des émissions, on a des sujets et on doit forcément parler de certains artistes. Ça dépend après si on est aux rédactions où moi, j'arrive, je suis que chroniqueuse, donc j'ai une feuille de route et je sais ce que je dois faire, ce que je dois bosser et que voilà. Ou dans d'autres émissions où c'est moi, par exemple, qui présente, qui vais dire « Ouais, j'aimerais qu'on parle de ça ». C'est dur d'essayer d'être toujours juste, mais il faut essayer en tant que média aussi, d'être force de proposition en fait. Alors aujourd'hui, il existe une nouvelle manière de se mettre en avant qui nécessite ni médias, ni communauté de base. C'est les ads. Les ads, c'est sponsoriser ses posts. Donc tu as des ads sur YouTube, ça te permet d'être, tu vois, sur le côté quand tu as des clips, d'être en suggestion, ça te permet d'être en pub avant les clips des autres, ça te permet d'être en grand sur les sorties YouTube, etc. Les ads, ça fonctionne comment ? Il y en a sur Facebook, il y en a sur Instagram, Twitter. Il y a des ads sur tous les réseaux sociaux, Snapchat aussi. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as un billet et que tu sors un contenu, tu décides de mettre, je sais pas, 500 € sur ta sortie YouTube, et tu vas dire pendant 3 jours, je veux que mes 500 € ils se dépensent pendant 3 jours sur telle cible. Et toi, tu vas rentrer des mots-clés et des cibles pour que la pub que tu mets, l'oseille que tu mets dans la pub, elle aille que sur des gens qui consomment le mot-clé. Imaginons un gars, il va regarder le clip de Niska et tu as ciblé ta pub pour que ça soit dans cette direction. Ton clip va se déclencher avant le clip de Niska. Il aura 3 secondes ou 5 secondes pour passer ton clip, mais s'il accroche avec le délire, ça te fait une vue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver avec des clips qui ont des millions de vues, mais qui n'ont pas beaucoup de commentaires. C'est pas qu'ils ont acheté des vues, en fait. Rien à voir. C'est qu'ils ont mis beaucoup de pubs. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le clip parce qu'ils sont tombés sur la pub, mais du coup, il n'y a pas eu d'interaction parce qu'ils ne sont pas allés cliquer sur le contenu. C'est ce qui fait tous ces clips-là qui ont beaucoup de vues et très peu de commentaires, très peu de likes. Souvent, les gens disent « il a acheté ». Non, c'est que vous n'êtes pas au courant, en fait. Google te permet de faire des pubs, mais les pubs ne te permettent pas ni de liker ni de commenter. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de trucs. Parce que la légende, ouais, tout le monde achète des vues et tout. Certains gens achètent des vues, mais la plupart des gens, ils savent même pas comment on fait pour acheter des vues. Il y a que des espèces de sites véreux, bidons qui te prennent ton oseille et tu vois jamais tes vues. C'est pas si simple d'acheter des vues et d'acheter des streams, etc. Mais par contre, mettre beaucoup de pubs et faire beaucoup de vues, c'est super facile. Et moi, je vois l'impact que ça a eu. J'ai un morceau qui s'appelle Blues, qui a cartonné, qui est un des morceaux à moi qui a cartonné. Et la plupart des gens l'ont découvert en pub, ils ont kiffé, et là, ils sont allés jusqu'à me suivre, aller me mettre des commentaires, aller me suivre sur les réseaux, et c'est grâce à ce morceau qui a été bien mis en avant par les pubs que j'ai eu des gros buzz sur des contenus. Donc moi, personnellement, cette manière de mettre en avant sa musique, ça m'a clairement sauvé la vie. Encore une fois, à l'époque où on vendait que des CD, on sait très bien qu'il y avait, pour que ça rentre dans les top 50,
ont délégué des gens pour aller acheter des caisses de CD. Enfin, voilà. Donc, non, de l'achat, il y en a toujours eu. C'est une stratégie de promo aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que c'est fair play? Est-ce que machin... après, ça, c'est un autre débat, mais ça fait partie quand même des stratégies des gens. Mais ouais, non, moi, j'essaye de pas tant me fixer dessus. Après, c'est clair que je vois un clip qui a 1 million de vues, ça va m'interroger, je vais aller voir, mais ça m'empêchera pas, sur mon clic d'après, d'aller regarder le clip d'un mec qui a 500 vues, en fait. Nous, ce qu'on préfère, c'est faire des concerts. Nous, le but de faire de la musique, c'est de faire des concerts. Qu'est-ce que ça nous apporte? Et je le remarque, quand on fait des concerts, on fait genre à chaque fois 2 concerts par semaine. Voilà, c'est le cornet un peu, mais généralement on fait 2 concerts par semaine, le week-end. Les streams, ça augmente. Attention, il faut faire un bon concert, parce que tu peux faire... Il y a des artistes pour toi, il faut des concerts. Vas-y, je l'écoute même plus. Voilà, il m'a dégoûté. Et c'est ça. Ça m'est déjà arrivé, moi j'arrive à un concert, je dis, mec, il est quand même assez push-up. Et je l'écoute plus. Je suppose que dans les gens qui vont regarder cette vidéo, cette conférence, il y a 80% des gens qui vont absolument pas savoir qui je suis. Alors que j'ai une carrière là qui fait 10 piges, que je vis de la musique depuis 2014 et que tout va bien pour moi. Ça veut dire que j'ai développé mon réseau et ma manière de communiquer mon public et mon économie en dehors des radars. Parce que je suis pas forcément quelqu'un qui est très exposé. Et ça, je le dois au live. Et c'est pour ça que c'est très important. Moi, le premier endroit où j'ai signé, c'est un tourneur. C'est un mec qui te book des lives. Et du coup, moi, je me suis fait connaître en faisant des petites salles, un live, un deuxième live, un petit festival, un plus gros festival, un autre live. Et je me suis créé toute une communauté, toute une fanbase en traversant la France en long et en large, en allant face to face avec le public. J'ai commencé dans des bars, il y avait 30 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, on remplit une cigale. C'est le genre de relation que je peux avoir avec certains rappeurs nantais que je croise dans les open mic, dans les soirées. Ils me disent, bon alors, tu me programmes et tout, machin. Je lui dis, mais je sais pas, programmer pour programmer, mais pour faire quoi en fait? Est-ce que tu as un projet qui est prévu? Quand est-ce que tu prévois de le sortir? Est-ce que tu as déjà un live? Le live, il fait combien de temps? Est-ce que tu l'as déjà travaillé, le live? Est-ce que tu n'as pas plutôt intérêt à structurer ton projet, à faire des démarches pour essayer de travailler en résidence avant? Et une fois finalement que tu as bossé tout ça, tu reviens me voir. Avec un manager, je vais dire, présente-moi le projet, présente-moi la structure, vos ambitions, là où vous voulez aller. On reste dans une logique d'industrie, hein, on reste sur des modèles économiques, donc on peut pas programmer un artiste dont on évalue le potentiel public à 200 places à Nantes dans une salle de 1000. Donc mon travail, il consiste beaucoup à ça et d'évaluer. Et pour ça, ça passe aussi beaucoup par les échanges avec les autres lieux, les autres programmateurs. Et on essaye pas mal de discuter entre nous qui programme quoi, pour quelles raisons. On essaye pas mal de discuter des potentiels. Il faut savoir aussi qu'un truc qui est très important pour un organisateur, c'est de prendre en considération déjà toute ta scène locale. Donc la question pour les artistes aussi, c'est avant de forcément projeter de faire des grandes tournées nationales et de toucher toute la France, parce que YouTube, Insta, les médias sociaux te permettent d'avoir des interactions dans toute la France, donc tu peux vite avoir le sentiment que tu es connu de partout dans toute la France. Sauf que tu vas faire une date à l'autre bout de la France, en réalité personne ne te connaît à part les 10 followers. Moi je conseillerais à tous les artistes en développement déjà de commencer par bouffer un maximum de scènes locales. Quand je dis le maximum de scènes locales, ça passe en premier lieu par les open mic, les jams, tous les espaces de rassemblement. Et c'est quand tu as mis tout le monde d'accord dans ta région aussi que bizarrement, tout le monde commence à s'intéresser davantage à toi. Tout ce qui est rencontre et contact, c'est le nerf de la guerre. Un featuring, ça peut te permettre très rapidement de t'identifier à une communauté, de bénéficier d'une autre audience, etc. Donc les featuring sont très importants, surtout dans le rap, pour aider à être identifié. Alors pour tout ce qui est de comment est-ce qu'on accède à tout ça, donc comment est-ce qu'on accède aux marques de fringues, comment est-ce qu'on accède au featuring, comment est-ce qu'on accède à peut-être faire un showcase dans un resto, à contacter un label, un distributeur, c'est
le démarchage. Et le démarchage, il se fait soit par ton producteur, ton manager, ton label, toi-même, si tu n'as pas d'équipe. C'est la prise de contact. Et là, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Là, c'est comme un avocat. Hein. Tu n'es pas sûr de gagner ton procès. Hein. Ça veut dire que tu arrives, tu vends ton truc, tu as intérêt à être un bon mec qui tchatche, tu as intérêt à savoir bien mettre en avant ton artiste ou toi-même si c'est toi l'artiste. Et puis après, c'est le gars en face. Est-ce qu'il est convaincu ou pas par le speech que tu viens de lui faire? En fait, même depuis la MZ, hein, moi-même, j'étais personne, etc. Mais j'ai toujours voulu vendre le truc en tant que pro. C'est ce qui a marché, c'est ce qui a fait qu'après, mon nom, il était respecté et que même le groupe était respecté et qu'on a tout niqué. C'est que dès que je proposais un truc, il fallait que ça soit pro. Il faut aller sur le terrain, il faut faire des démarches, il faut rencontrer des gens, il ne faut pas avoir peur de prendre des rendez-vous. C'est dur de mettre son projet dans les mains de quelqu'un d'autre qui te dira c'est mortel ou c'est de la merde. Mais il faut en passer par là aussi. Et même si la personne, elle te dit que c'est de la merde, maintenant, la personne, elle te connaît. Parce que tu es venu la voir et tu es venu lui remettre ton projet dans les mains. Et du coup, les avis peuvent aussi vite changer d'une personne à l'autre si derrière, il y a du taf. Ouais, tu vois, par exemple, ici à Nantes, moi, je suis en lien avec les SMAC. Donc, les SMAC, c'est les scènes musique actuelles. En fait, c'est des salles de spectacle qui ont un label de l'État pour programmer les musiques actuelles avec des cahiers des charges, etc. Notamment grâce à Buzz Booster. Chez nous, moi, je suis en lien avec ces salles-là. Quand moi, je compile toutes les inscriptions, ces gens-là, je les invite à être dans le jury. Eux, ça leur permet aussi d'avoir une meilleure veille, une meilleure vision sur toute la scène rap locale. Et souvent, ils vont, grâce aux écoutes, grâce à tout ça, ils vont piocher dedans pour inviter des artistes sur des premières parties. Moi, je pense que nous, on fait partie d'un écosystème. Nous, on se connaît tous dans cette sphère médiatique. Je connais pas mal de collègues qui sont journalistes ailleurs. Bien évidemment, je regarde tout ce qui se fait et c'est obligé parce que ne serait-ce que pour pas faire la même chose. Donc, comme ce milieu professionnel se connaît globalement assez bien et discute bien, très clairement, l'absence de professionnalisation peut très très vite être un défaut et un frein pour les jeunes artistes. La ponctualité, le respect, le sérieux. C'est le premier truc que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je suis en mec de cité, je le sais. Je sais que je m'occupe de mecs... c'est des mecs de cité, plutôt. Ils vont te parler en wesh. Des fois, ils n'arrivent pas à te donner une phrase en entier sans dire poteau, wesh, ou quoi que ce soit, ou pas. Ok. C'est pas grave. Ils sont comme ils sont. C'est maintenant le travail d'un manager, d'un producteur, c'est d'élever le niveau pour pouvoir accéder à d'autres choses pour l'artiste. Donc moi, je m'habillais bien, je parlais bien, je me présentais bien pour défendre ce qui peut être indéfendable pour certains. Que ton frérot du tiers-quart avec qui tu fumes des bédos après les cours depuis le début de ta vie, il veut être ton manager, s'il est incapable de faire un speech devant un mec qui peut te faire gagner des sous, change de manager. Parce que je peux te dire que ça peut te changer la vie, un bon ou un mauvais manager. Et les managers, ça ne paye pas les premières années, c'est des dépenses, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et c'est très ingrat parce que t'en récupères pas les bénéfices, et ça se traduit pas en termes d'argent, souvent. Et ça demande de la formation. Et après, ça paye à long terme quand c'est bien structuré et que l'artiste il commence à marcher, à se développer, le manager mange dessus. Si tu es un manager qui est avec tes potes ou bien tes petits, etc., tu comptes pas. En fait, tu vas, tu dépenses et tu comptes pas. Moi, pendant des années, j'ai dépensé en argent, mais plus en temps. Et le temps, c'est beaucoup d'argent. Dépenser en temps, je comptais pas. J'avais rien à foutre. En fait, mon but, c'était de l'amener numéro 1 ou le plus loin possible. Donc, en gros, si tu es motivé, petit, je sais pas, ils ont quel âge, ceux qui vont regarder la vidéo, ceux qui tu t'occupes, mais en tout cas, si tu es un collégien, un lycéen, et que tu commences à arrêter à l'argent, arrête, pote. Donc, on peut être jeune manager, expliquer qu'on se met là-dedans, qu'on ne connaît pas encore tout le métier. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut décrocher le téléphone. On se retrouve toujours au final plus ou moins parrainé par quelqu'un qui te donne le contact de quelqu'un, qui te donne le contact de quelqu'un, etc. Ça s'appelle constituer son réseau et c'est essentiel et c'est tout à fait normal dans un processus de développement.
Alors, pour parler des investissements, il est important déjà d'avoir conscience que 1. Tout dépend de l'exigence professionnelle qu'on a pour son projet. Et 2. Tout se négocie. On peut faire à l'arrache avec ses connaissances, on peut aussi démarcher des professionnels pour avoir une meilleure qualité. Il ne faut pas hésiter à demander. Pour les instrus et les studios, tout va dépendre de la notoriété et du savoir-faire du beatmaker et de l'ingé son. Certains beatmakers sont aussi ingés et ils aiment mixer eux-mêmes leur prod. Par contre, c'est plus convenu de faire masteriser par un autre ingé son. Pour choisir un studio de mastering, c'est bien de s'appuyer sur leurs références. Souvent, les studios sont cités dans les crédits des albums, donc il ne faut pas hésiter à lire qui a travaillé sur tel ou tel projet qu'on a apprécié. Pour l'imprimerie, c'est important de regarder le grammage et la finition du produit qu'on commande. Souvent, plus c'est épais, meilleure est la qualité. La SACEM, donc. Il faut s'inscrire à partir du moment où un morceau est diffusé, parce qu'il génère des droits d'auteur. Et la SACEM, c'est elle qui redistribue ces droits. Les agrégateurs, si vous n'avez pas de deal avec un distributeur, vous allez les payer vous-même pour que les morceaux soient disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Une dizaine d'agrégateurs qu'on trouve facilement sur Internet. Il y a des comparatifs. Ça dépend du projet encore que vous avez mis en place. Publicité, on en a parlé tout à l'heure avec les ads. Vous pouvez mettre absolument tous les prix. Le graphisme, un logo à 400 € fait par un professionnel, c'est des tarifs tout à fait standards. Des photos, vous pouvez faire appel à un photographe professionnel. Ça fera vraiment la différence au moment où vous allez devoir faire un dossier de presse. Pour les vidéos, si vous faites appel à une boîte de prod, à un réalisateur connu, le prix évidemment peut monter très très haut. Pour ce qui est merchandising, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vendre. Beaucoup d'artistes aujourd'hui s'appuient aussi sur la vente de merchandising pour avoir un complément de revenus, parce que le merchandising peut aussi être très rentable. Perso, moi, dans mon cas, là, je gagne de l'argent, c'est le streaming. Le streaming, les ventes d'albums, le merchandising. À chaque fin de concert, on a des t-shirts, des briquets, des feuilles à rouler, ce que tu veux. Les concerts, sur les ventes de tickets, je suis en co-prod avec le tourneur. Et voilà, mais c'est des trucs qui sont arrivés, moi, des années après. Après, il y a aussi tout ce qui relève des droits d'auteur et des droits voisins qui proviennent de la SACEM et des organismes de gestion. Ils sont liés à l'exploitation et à la diffusion des œuvres. Comme on l'a dit, il faut être inscrit auprès de ces organismes pour toucher quoi que ce soit. Et ce sont ces mêmes structures qui ont toutes sortes de dispositifs d'aide qui ont pour but de soutenir la création artistique en France. Pour en bénéficier, il faut évidemment être un minimum structuré, mais il y a des professionnels qui peuvent vous aider à monter les dossiers et vous orienter. Si tu veux aller chercher des sources de financement, notamment avec les aides publiques, mais pas que, tu dois être structuré. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance souvent à conseiller d'abord aux artistes de monter une association ou une junior association. Au moins, c'est très facile à monter. Ça te permet au moins d'avoir une structure juridique qui te permet aussi de faire des démarches, de déposer des dossiers, etc. Et enfin, il y a toute la partie partenariat privé, sponsoring, mécénat. Donc ça, c'est tout ce qui est partenariat avec des marques, des placements de produits. Alors, pour revenir sur le streaming, voici un slide trouvé sur Internet qui donne un aperçu de la rémunération des artistes pour un stream selon les différentes plateformes. Tous les chiffres que vous voyez là sont des moyennes. Les plateformes rémunèrent les œuvres en fonction de la somme qu'elles perçoivent en abonnement et en revenus publicitaires et en fonction du nombre de morceaux qu'elles diffusent. Et après, chaque œuvre a une répartition propre en fonction du contrat de distribution, de production, du nombre d'ayants droit d'artistes, s'il y a un arrangeur, etc., etc. Donc là, c'est des moyennes. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en moyenne, pour qu'un artiste touche plus de 1 000 €, il faut presque 2 millions d'écoutes sur YouTube. C'est énorme. D'où la nécessité de diversifier ses sources de revenus. Voilà. J'ai essayé d'être assez succinct, assez complet. Maintenant, dès que vous voulez développer un point particulier, vous avez plein de structures qui sont là pour vous accompagner. Pareil, vous avez plein de documentation, de moyens de formation pour se structurer
et pour arriver à comprendre tout ce qui est des métiers de la musique. Là, c'était vraiment pour défricher au maximum et vous donner les clés pour aller voir un petit peu plus loin. C'est pas insurmontable, il faut juste avoir la volonté et être convaincu que ce qu'on a peut passer à l'étape supérieure. Chacun, au début, de toute façon, tout le monde a son petit taf à côté. Et quand tu sais que tu te professionnalises et que tu sens que tu peux vivre ta musique, là, tu commences à faire un choix et dire, bon, vas-y, je vais mettre à fond. Mais tu peux pas arriver à dire direct, je vais être chanteur, rappeur, violoniste. Non. Rencontrer du monde, observer, se former sur ce que c'est l'environnement musical. Parce qu'au fur et à mesure des rencontres, tu rencontres aussi d'autres métiers. Et là, aujourd'hui, ton projet, c'est d'être rappeur. Et demain, ton projet, au fur et à mesure des rencontres, va peut-être basculer vers devenir ingé son, vers devenir travailler en tant que tourneur, pourquoi pas travailler en tant que journaliste radio, travailler pour un label. Donc, tout le monde ne réussit pas. Certains réussissent sur un album et après, c'est très, très compliqué. Mais par contre, voilà, tu peux vachement te retourner vers d'autres métiers de la musique. Moi, personnellement, j'ai décidé, vu que j'ai eu des propositions dans les maisons de disques et tout, mais qui n'étaient pas très intéressantes, vu que j'avais pas un buzz de fou, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai trouvé mon associé qui, lui, est un mec carré, qui avait déjà monté des boîtes de distrib et tout. Et on a monté un label, une boîte d'édition et de production. Et j'ai décidé de gérer moi-même ma carrière avec mon propre label. Et j'ai signé mon label en distrib chez Believe Digital pour pouvoir sortir mes scuds. J'ai un deal avec eux. Et ensuite, quand moi, ça a commencé à bien marcher, à bien rouler, je me suis dit, vas-y, je suis chaud de me lancer à essayer de produire d'autres gars. Et depuis, je fais des signatures et puis j'essaie de développer des artistes. Donc voilà. Et entre-temps, on a monté un studio et aujourd'hui, on a notre propre studio dans lequel on bosse même pour les autres labels et les autres artistes. Donc c'est vraiment une démarche d'étape par étape, d'année en année, de moi qui me rends compte du marché, de comment il est. Et je me dis, vas-y, je m'y retrouve pas dans ce truc de prendre une petite avance en maison de 10. Je suis pas le gars qui a le plus gros buzz. Ça veut dire qu'ils vont pas me bosser comme si j'étais la sensation du moment. Je préfère me bosser à fond et créer mes propres structures et générer ma propre économie. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai bien fait parce que aujourd'hui, je vis très bien. Et c'est grâce à ce move que j'ai fait il y a déjà 6 piges. Quoi qu'il se passe, un peu comme dans le foot, il y a plusieurs divisions. Hein. Faire du foot en D2, c'est pas une honte. Ok, tout le monde, je comprends, tout le monde a envie d'être en L1, mais c'est pas toujours simple, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et que en fait, il faut pas se dire que forcément on va gagner des millions, voilà, mais pouvoir ne serait-ce qu'en vivre, en vivre décemment. Le plus important, c'est de partager sa musique avec les gens. C'est déjà bien, en fait, d'arriver à ça. Alors, pour conclure, il faut essayer de maîtriser tous les points. Si tu ne maîtrises pas comment rentre l'argent des streams, comment rentre l'argent de ceci, des vues de YouTube, comment la SACEM, comment je peux faire du fric, la DAMI, la SPPF et tout, si tu n'as pas les clés en main, en fait, le bif, il vient de tous ces trucs-là. Donc, si tu crois que tu vas te réveiller le matin, faire des vues et qu'il y a un moment donné l'argent magique qui va arriver sur ton compte, il va rien se passer. Tu vas commencer à bégayer, à dire « Ouais, comment ça se fait? J'ai fait des vues, j'ai pas de bif. » C'est parce que tu n'as rien compris, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut être au courant de tout ça. Il faut maîtriser tous ces paramètres parce que sinon, tu vas jamais voir la couleur d'un fucking centime. Et là, on parle de tout ça, tu m'as connu. Je fais au sein de l'animation. Tu me voyais, j'avais rien, frère. J'avais archi rien. J'étais à la cité, tu faisais tes compines, on venait. Toi, tu me regardais, je me rappelle, je me dis, mais il n'y a pas d'argent dans la musique. Je me rappelle ces phrases-là, tu me dis, il n'y a pas d'argent dans la musique. Mais tu te prends la tête, non, je disais, t'inquiète. C'est pour faire comprendre, en fait, dans la conclusion de tout ce qu'on a dit, c'est ce que je dis au début, il n'y a que le sérieux, le respect qui paye.